Bon, allez, on va embrayer sur la dernière conférence proposée ce matin, une conférence proposée par Fuse. Et si le bien-être de vos collaborateurs était la clé de la performance de votre entreprise? Tout de suite, une vidéo introductive. Les collaborateurs de l'entreprise, nous en avons beaucoup parlé ce matin. Ce seront finalement les premiers utilisateurs de l'IT aujourd'hui, mais également demain, dans leurs différents métiers. J'ai justement le plaisir de recevoir, pour en parler, Mathieu Courtois, directeur commercial France chez Fuse. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et également Xavier Devers, directeur de centre service chez SCC. Bonjour Xavier. Bonjour. On va se demander tous ensemble si le bien-être des collaborateurs n'est pas la clé de la performance de l'entreprise, avec à la clé des exemples, et notamment celui de Altimance, donc en la personne de Xavier Devers. Peut-être en un mot, est-ce que vous pouvez nous présenter Altimance avant qu'on passe aux chiffres qui nous seront présentés par Karim Baloul de IDC? Bien sûr, Altimance, c'est une filiale SCC qui a pour objectif de délivrer des services autour du end-user. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement un call center, que nous, on ne souhaite pas appeler un call center, mais un centre des usages. Et alors, le fait que vous soyez présent aujourd'hui aux côtés de Fuse n'est pas anodin, puisque vous êtes équipé en fait en partie par Fuse. On peut peut-être présenter Fuse très rapidement également, Mathieu. Rapidement, Fuse, on est donc éditeur de logiciels dans le cloud sur le marché des communications unifiées. Donc, communication unifiée, pour faire très simple, c'est la capacité à délivrer l'ensemble des besoins de communication du monde de l'entreprise sur une seule application. En l'occurrence l'application Fuse, et qui se veut disponible, on en parlera après, depuis n'importe quel device, n'importe où, n'importe comment. Et en 4 mots, communication unifiée, ça va être des sujets de téléphonie fixe. C'est un des sujets du projet Altimance. C'est aussi des thématiques de collaboration, donc tout ce qui va être du partage d'écran, de la prise en main à distance, audio, vidéo, webconférence, et une grosse thématique qui est la 4e, qui est la partie centre de contact. Et donc l'idée, c'est de pouvoir délivrer l'ensemble, tout ou partie de ses besoins sur l'application Fuse. Alors on va parler dans quelques instants donc, du bien-être des collaborateurs. On va se demander si le bien-être des collaborateurs est la clé de la performance de votre entreprise. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir donc Karim Baloul, Research and Consulting Director chez IDC. Quelques éléments de contexte, des chiffres, des tendances, Karim, comme à notre habitude. Sur la question du bien-être des collaborateurs, est-ce que les collaborateurs sont heureux aujourd'hui dans leur vie professionnelle? Alors, j'ai regardé justement quelques études qui ont été publiées très récemment, notamment une étude de la DARES qui explique que 41% des collaborateurs en entreprise sont plutôt contents de leur activité professionnelle, de ce qu'ils y font. Donc ça veut dire qu'on a près de 60% des collaborateurs qui sont mécontents. Et il y a plein de raisons, il y a plein d'arguments qui font que ces collaborateurs ne sont pas forcément complètement épanouis dans l'entreprise. La précarité, l'utilité du job, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Donc le lien entre être heureux dans son environnement de travail et la performance, il est intuitif, mais on voit dans un premier temps que la part des collaborateurs épanouis, on va dire, dans le monde de l'entreprise, n'est pas forcément optimale. Et puis, d'un point de vue sociologique, c'est assez intéressant. C'est moins de 50%, du coup. C'est moins de la moitié des gens qui sont heureux dans leur travail.
tout à fait. Mais d'un point de vue sociologique, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire que les catégories socio-professionnelles les CSP+ et autres sont plus satisfaits. C'est pas forcément toujours le cas. Il y a des populations aussi ouvrières qui déclarent être plus satisfaites que les autres. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments intéressants dans cette étude-là. La question qui se pose, c'est comment est-ce que les collaborateurs perçoivent l'équilibre qu'ils ont entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Parce que c'est un élément d'être heureux, on va dire, au travail. C'est ce qui fait qu'on est heureux dans son travail, c'est pas forcément ce qui s'y passe. Cet équilibre-là est un élément vraiment important dans le fait d'être heureux au travail. Et on voit que on a plus de 90% des collaborateurs qui nous disent, c'est une étude ici de l'OPE, un observatoire sur l'amélioration des conditions de vie perso-pro, eh bien on voit effectivement plus de 90% des salariés, c'est un élément primordial, cet équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Et les 2 tiers d'entre eux nous disent, moi je considère que mon entreprise n'en fait pas assez. Elle ne met pas en place les bons process ou les bons dispositifs qui me permettent véritablement d'être plus équilibré dans mon travail et dans ma vie personnelle. Donc il y a une vraie attente de la part des collaborateurs qui est vraiment importante. Après, la question c'est, est-ce que cet équilibre-là, est-ce que le fait d'avoir un équilibre un peu plus abouti, est-ce que ça permettrait d'avoir justement une meilleure performance, une implication plus importante. Et là, le collaborateur, le salarié dans cette étude dit, là aussi à plus de 90%, oui, le fait d'avoir cet équilibre-là, le fait d'avoir des leviers un peu plus intéressants d'équilibre entre ces deux mondes-là, me permettrait d'être vraiment plus performant, plus engagé dans mon activité professionnelle. Et plus de 50% donnent une réponse vraiment optimale en disant ça me permettrait d'être vraiment beaucoup plus engagé dans mon activité professionnelle. Donc on voit que le lien, il existe. Les entreprises, vous les sentez prêtes du coup à faire ce pas de plus, à s'engager dans un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle? Oui, on voit que les entreprises mettent en place des processus, mettent en place des organisations du travail, prévoient par exemple dans un certain nombre de cas le télétravail, une vraie flexibilité du travail. Donc c'est des choses qui sont en devenir, qui sont en train de se mettre en place, mais malgré tout, le chiffre important, c'est que les 2 tiers des collaborateurs considèrent que l'entreprise n'en fait pas assez. Donc, ce qu'ils attendent, ces collaborateurs, d'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question « Qu'est-ce que vous attendez de votre entreprise pour améliorer le contexte général dans lequel vous évoluez ?» Le premier levier, ce n'est pas des gains financiers ou des dispositions financières, choses comme ça. C'est vraiment l'organisation du travail. Le premier élément qui est cité, c'est... Comment je peux être flexible? Exactement. Comment je peux aller chercher mes enfants à l'école? Accueillir un électricien le mercredi matin? Dans quelle mesure mon entreprise peut intégrer de la flexibilité, une organisation du travail plus adaptée, du télétravail. 25% citent d'ailleurs le télétravail comme un levier d'amélioration de cet équilibre-là. Donc on voit qu'il y a... De cet équilibre ou de la productivité? De l'équilibre et par extension de la performance, de l'engagement et de la productivité. Donc oui, les deux sont intimement liés. Merci beaucoup, Karim Balloul. On va maintenant se tourner donc vers Mathieu Courtois et Xavier Devers sur ces nouvelles exigences des collaborateurs. On va commencer par vous, Mathieu. Après ces éléments de contexte donnés par Karim, comment est-ce que vous avez vu évoluer les attentes des salariés au sein de l'entreprise? Effectivement, ça va reprendre en majorité les chiffres que vous avez évoqués. Alors, forcément, ce qu'on voit, ça va dépendre de différents critères, la taille de l'entreprise, son historique et différents paramètres. Mais si on va vraiment sur le sujet de la satisfaction des collaborateurs, on va dire qu'il y a 2 grandes thématiques. Il y a effectivement les mentalités au sens large du terme, qui doivent être effectivement prêtes à ce changement. Et le deuxième sujet, c'est les outils. Et je pense que ce qui ressort depuis ce matin, et ce qui sera encore dit sur la séance de maintenant, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut mettre les meilleurs outils. S'il n'y a pas la mentalité qui va avec, ça va être compliqué. Et inversement, la mentalité sans les outils, ça va être compliqué. Et donc, nous, ce qu'on a vu sur une étude qu'on a menée sur 6500 collaborateurs, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui 73% des gens qui travaillent déjà en dehors de leurs heures contractuelles de travail. Donc, ça peut commencer par un petit email qu'on envoie le soir à la maison devant la télé ou consulter ses emails dans le métro le matin. Et donc, finalement, en fait, les gens le font déjà, qu'ils aient ou pas les outils. Sans que ce soit contractualisé ou que ce soit réellement en fait, intégré dans un mode de travail flexible, c'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas. Et en fait, du coup, aujourd'hui, il y a 85% des gens qui considèrent que pouvoir travailler de manière flexible,
ça devrait être la norme et pas forcément une exception. Puisqu'effectivement, qu'est-ce qui fait que je vais préférer envoyer mes emails dans le métro le matin? C'est parce que j'ai 30 minutes assis dans mon métro et c'est le bon moment pour le faire. Et finalement, on va chercher cette flexibilité qui va apporter par extension une forme d'efficacité, de productivité. Et par extension, la demi-heure que j'ai en arrivant le matin au travail, plutôt que de faire mes emails, je la passe plutôt à échanger avec mes collaborateurs. On reste quand même sur le lieu de travail. On parle de flexibilité, mais de flexibilité toujours dans une optique de on vient quand même travailler sur un lieu de travail physique. Alors, c'est là où effectivement on peut souhaiter bon courage à nos décideurs, puisque la nature humaine est ainsi faite qu'elle est, je pense, pleine de contradictions. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, les gens attendent cette flexibilité. Mais pouvoir ne pas venir, mais de l'autre côté, pouvoir venir quand même. Exactement, exactement. Et dans cette même étude, on voit bien que les 3/4 des personnes souhaitent pouvoir aller au travail, enfin aller sur un lieu physique, aller au bureau, un petit peu quand ça leur chante, quand ça leur plaît. Et une des conclusions de ça, c'est qu'effectivement, l'espace de travail doit être aussi réinventé, puisqu'effectivement, comment gérer un espace pour une entreprise de 300 collaborateurs où je peux avoir 150, 200, 250 ou 300 personnes qui vont venir le jour J, et comment je vais gérer cet espace. Donc c'est là qu'on parle de flex office, de flexibilité au travail, de lieu de vie, tout simplement, qui doit se réinventer par rapport à ses habitudes. Xavier, chez Altimans, cette question de la flexibilité, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement. Comment est-ce que vous intégrez cette notion-là? Tout d'abord, on a un centre de support. Aujourd'hui, la dématérialisation d'un centre de support avec des travailleurs isolés, c'est encore quelque chose de compliqué à opérer. Il faut être sur place pour le coup. Il faut être sur place pour répondre au téléphone. C'est beaucoup plus simple. C'est pas impossible. Technologiquement, on sait le faire. Humainement, c'est plus compliqué à gérer une équipe. Ce qu'on sait faire très bien dans le même état d'esprit, c'est avoir des unités de production qui ne sont pas nécessairement au même endroit, mais qui délivrent ensemble pour un même client ou pour un même groupe de clients une activité. C'est des choses qui sont assez simples. Si je reprends un petit peu ce qu'on vient de se dire autour de la stratégie, du plaisir au travail, comme le disait Mathieu il y a quelques instants, le premier enjeu important, c'est de poser une politique RH. Parce que donner de la flexibilité aux collaborateurs, si elle n'est pas un peu structurée, nous amène forcément à des dérives qui deviennent incontrôlables. Donc une flexibilité, mais un cadre. Mais un cadre. Oui, un cadre. Comme pour les enfants, flexible, mais avec un cadre. Une politique RH, et ensuite on vient y poser des outils qui nous permettent de travailler cette flexibilité. Des exemples d'outils sur lesquels vous avez pu travailler. Il y a par exemple donc, ces outils de flexibilité, c'est quoi? C'est avant tout de la mobilité, c'est pour pouvoir gérer, faire en sorte que celui qui travaille dans le métro travaille dans les mêmes conditions que celui qui travaille devant son ordinateur, c'est ça? Alors, je pense que Xavier pourra compléter sur la partie spécifique à Altimans, mais la flexibilité va couvrir plusieurs sujets. Il y a déjà un premier sujet sur proposer un outil de travail qui soit homogène pour l'ensemble des collaborateurs. On a peut-être tous travaillé soit en siège, soit en filiale, et un des écueils qui ressort assez souvent des gens qui sont en filiale, c'est de dire « Ah, mais vous, c'est normal, vous êtes au siège, vous avez les meilleurs outils, vous avez des bons outils. » Donc de pouvoir proposer en fait un poste de travail, et c'est pas uniquement la partie télécommunication, c'est plus global, qui soit homogène pour l'ensemble des collaborateurs, qui soit homogène aussi dans une dimension internationale, et c'est là où effectivement la dimension de l'outillage devient compliquée, puisque proposer un outil qui fonctionne aussi bien en Pologne qu'à Singapour qu'en France, c'est pas forcément très simple. Donc c'est proposer un cadre qui soit homogène, puisqu'effectivement, si demain on parle de politique RH, de politique de collaboration, de politique de silos, et comme le disait Olivier Ertu tout à l'heure, c'est pouvoir permettre à ces silos de mieux collaborer, on n'a pas envie que ce soit isolé dans un coin, il faut que ce soit global. Donc le premier point est là. Et après le deuxième, c'est proposer cette flexibilité qui permet, si on va assez loin, c'est-à-dire de travailler de n'importe où, n'importe quand. Et le fameux anytime, anywhere, any device, c'est ça? Le fameux. Et là, l'idée, on parlait de pouvoir recruter les talents ou même retenir les talents. On le voit dans beaucoup d'entreprises, des gens qui vont dire écoutez, moi, je veux bien travailler pour votre entreprise, mais j'ai vécu toute ma vie, je ne sais pas, à Nantes, à Bordeaux, et ma condition, c'est que le lundi et le vendredi, je suis à Bordeaux, et mardi, mercredi et jeudi, je suis chez vous. Et aujourd'hui, pouvoir attirer ces talents, c'est une vraie motivation de l'entreprise forcément, mais pour autant, le lundi et le vendredi, il faut que le collaborateur puisse être accessible, joignable, de la même manière que c'était physiquement. Et aussi productif. Et aussi productif, voire même plus, en fonction de ses dispositions préférées.
Bon, Xavier, du coup, vous n'avez pas cette problématique-là du lundi ou du vendredi, effectivement, chez Altimance, mais il y a cette problématique, du coup, la flexibilité, c'est la mobilité, mais c'est également les outils simples, l'adoption en fait des utilisateurs des outils, tout simplement. Là, c'est quelque chose que vous avez rencontré, du coup, chez Altimance, qui est, je le rappelle, un centre d'appel, mais assez innovant, c'est-à-dire que vous avez une démarche omnicanale en fait où on peut passer du smartphone à la tablette, à l'ordinateur et à tous les outils en fait qu'on pourrait avoir envie de connecter. C'est bien ça? Exactement. On a construit le centre pour qu'il soit en full SaaS, c'est-à-dire que on n'a que du réseau sur notre centre de service, on a zéro infrastructure et on opère pour nos clients sans serveur et sans autre moyen que le réseau. Et alors il y a une condition sine qua non, c'est l'adoption, la facilité d'utilisation par les employés, en tout cas par les utilisateurs. Alors l'outil nous a permis d'amener des usages qui sont des usages du quotidien dans un monde professionnel. Donc ça, c'est un vrai accélérateur d'acceptation des moyens si on retrouve la flexibilité qu'on a naturellement à la maison dans le domaine professionnel, c'est un accélérateur. Sur la partie mobilité, nous, on la vit dans le centre. On a des superviseurs qui sont en full mobilité, qui peuvent se déplacer partout et avoir une vue de ce qui se passe sur l'ensemble de l'activité en temps réel. Si je comprends ce que vous me dites, c'est que en fait vous êtes allé chercher, ou alors c'est peut-être effectivement pas vous directement, mais en tout cas les outils, l'adoption des outils dans l'entreprise passe par le fait qu'ils se ressemblent fortement aux outils qu'on peut avoir dans notre vie personnelle. Vous partagez du coup cet avis, Mathieu? C'est le B2C qui donne le là au B2B entre guillemets, si je comprends bien. Alors en tout cas, c'est forcément un des vecteurs qui sont les plus forts, les plus parlants, et c'est vrai qu'assez souvent, si on se positionne en tant que, ne serait-ce qu'en tant qu'utilisateur des outils que l'entreprise nous met à disposition, on est tous amenés à faire des points de comparaison. Alors le point de comparaison, on va le faire par rapport aux outils qu'on avait dans la société précédente, ou par rapport aux outils qu'on utilise à la maison, ou par rapport aux outils que le copain, que l'époux, la femme peut avoir dans sa propre entreprise. Donc on est, je pense, sans arrêt amené à faire des comparaisons. Forcément, les outils du quotidien sont un point de comparaison assez fort. Et moi, rapidement, quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé chez Fuse il y a 3 ans, qui n'a rien à voir avec le sujet des communications, et on en parlait sur les premiers échanges, c'est Airbnb. Quand je suis arrivé chez Fuse, Fuse, on est 700 personnes en plein de pays, on a des consultants qui se déplacent, et la thématique de réserver un hôtel, c'est toujours un sujet pour un collaborateur qui est amené à se déplacer. On l'a, je pense, tous plus ou moins expérimenté avec les différents process qu'on peut avoir. Soit tu passes par l'accueil et puis il s'en occupe, soit tu le fais toi-même. Et puis des collaborateurs qui disent non, mais moi je m'embête pas, je vais sur Airbnb, même pour le travail. Et en 30 secondes, il a réservé son logement. Donc plus de productivité, mais juste un process qui n'était pas intégré à l'entreprise. Exactement. Et du coup, un process, alors il se trouve que chez Fuse, il est effectivement intégré au process. Mais là, on se dit, mince, si on se positionne en tant que services généraux, services RH, DSI, on se dit, mince, là j'ai un collaborateur qui a fait le choix d'aller sur une application plutôt personnelle, en l'occurrence Airbnb. Il l'a fait pour des bonnes raisons, parce qu'il prend 30 secondes à réserver son hôtel plutôt que de le faire en 20-30 minutes en allant sur Internet. Maintenant, comment je fais pour contrôler ça et pour pas frustrer les gens? Et finalement, c'est vrai que les gens ont pris ce réflexe, cette habitude. Nous, la métaphore qu'on fait souvent par rapport à nos services, c'est par rapport à WhatsApp. WhatsApp qui effectivement vient du monde personnel et qui arrive dans le monde de l'entreprise. On parle beaucoup en ce moment de GDPR, de sécurité, de compliance. Est-ce qu'on a envie d'avoir ces discussions les plus importantes, légales, négociations commerciales, gérées par WhatsApp? Pas forcément. Voilà. Donc on va chercher en fait dans la vie personnelle des outils et on les adapte à l'entreprise. Ça peut même aller jusqu'à aller chercher des jeux. Chez Altimance, je crois que justement vous avez mis en place un système de gamification, en tout cas, ou un outil basé sur ce qu'on appelle la gamification. Exactement. La politique RH qu'on a mis en œuvre nous permet d'aller piloter la performance autour de la gamification. Alors on parle de gamification, ludification sur l'environnement de travail. L'objectif, c'est d'aller déclencher du plaisir et l'envie de performer et d'aller plus loin. Et alors comment ça fonctionne concrètement chez Altimance? Comment ça fonctionne? On lance des challenges dans l'entreprise sur l'atteinte d'objectifs en termes de volume, en termes de qualité, en termes d'activité, et puis on va aller déclencher le gain d'une box pour un dîner avec sa femme, ou des
pour ceux qui connaissent, des nerfs, donc avec autorisation de tirer sur les collaborateurs si on gagne. Pas trop sur les managers, on essaie de préserver. Pas trop. Pas trop, mais néanmoins ça arrive. Donc on va aller déclencher d'autres vecteurs que le vecteur financier. Preuve en est, on a lancé un challenge qui a été remporté et les collaborateurs avaient le choix entre avoir un cadeau pour eux ou organiser une game arena dans les locaux entre eux pendant toute une soirée qui s'est finie plutôt en nuit. Ils ont choisi l'organisation d'un événement au sein des locaux et entre eux. Donc de l'incentive en fait au niveau même des collaborateurs ou avec une interface dédiée. Vous me disiez même, je crois que ça ressemblait à une espèce de course de moto entre guillemets. Ça c'est grâce à Mathieu qu'on a des dashboards qui sont aussi adaptés avec des courses de motocross. Celui qui traite le plus ou qui a la meilleure qualité de service se retrouve en tête et ils font un petit peu la course toute la journée pour savoir qui finira la course en tête chaque jour. Et ceux qui finissent en tête, du coup, peuvent choisir des cadeaux ou peuvent même choisir, je crois, leurs horaires d'arrivée sur la semaine d'après. Alors exactement. Une des récompenses qui ont été trouvées, c'était ça. C'était si vous gagnez le challenge, vous avez la possibilité de choisir vos horaires sur la semaine suivante. Ce qui est assez surprenant. Je ne pensais pas que ça prendrait sur cet aspect-là. Et non, les gens sont très intéressés pour pouvoir choisir, peut-être aller dépolaiser leurs enfants ou les récupérer à la sortie de l'école, ne serait-ce que parce qu'ils ont performé une semaine. C'est quelque chose avec justement cette recherche de flexibilité dont on parlait tout à l'heure. Alors, on peut se poser la question parce qu'on voit bien l'intérêt pour le collaborateur, on voit bien la performance que ça va apporter, donc l'intérêt pour l'entreprise. Est-ce que ça coûte plus cher, du coup, Mathieu, de mettre en place des solutions ou des outils pour favoriser le bien-être des collaborateurs? Alors, déjà, un des premiers sujets qui doit être coché, c'est déjà la qualité de service. C'est de dire aujourd'hui on a un système qui globalement apporte tel niveau de service, tel niveau de satisfaction. Et globalement, quand on parle de téléphonie ou autre, le point de départ c'est faut que ça marche. Premier point. C'est un prérequis. C'est un prérequis. C'est-à-dire que ce point-là il est même pas négociable, même pas discutable. Il faut que ça marche. Et après effectivement, quand on parle de gains pour l'entreprise ou de bénéfices, il y a deux grands axes pour mesurer les gains avec un G majuscule. Le premier, c'est ce qu'on appelle vulgairement les gains pour le directeur financier. Donc c'est grosso modo, on prend la facture, ou plutôt les factures, puisque c'est un ensemble de plusieurs poches de coûts entre de la location, de l'achat, des coûts de prestation, des coûts opérateurs, des coûts ceci, des coûts cela. Donc on regarde le coût avant et le coût après sur la facture. Le but généralement, c'est d'arriver entre moins 20 et moins 50%. Et après, il y a un deuxième type de bénéfices qui sont plutôt des bénéfices pour l'entreprise. Par exemple, quel est l'impact pour l'entreprise si on est capable d'ouvrir une agence, d'ouvrir un magasin, d'ouvrir un site en 3 semaines plutôt que de le faire en 2 mois? Quel est l'impact pour vous de pouvoir avoir des collaborateurs qui se disent heureux de travailler pour l'entreprise? C'est peut-être un peu moins tangible, un peu moins mesurable, mais c'est partie aussi des bénéfices qu'on doit mesurer. Quel est l'impact pour vous de pouvoir intégrer votre solution de communication à votre centre de service, à votre solution ServiceNow ou Salesforce pour ne pas les nommer. Voilà. Là, il y a tout un tas de bénéfices aussi qui sont parfois mesurables, parfois un petit peu moins. Donc deux grands types. Vraiment des gains factuels financiers sur la facture et des gains de bénéfices. Un point qui me vient en tête qui est assez évident assez souvent, c'est les travel expense, les frais de déplacement. Mais demain, si on met à disposition des collaborateurs une solution qui permet de pouvoir facilement faire des conférences et autres, il ne faut pas que ça vienne remplacer la réunion physique, mais on peut imaginer 10, 15, 20% en moins par rapport aux frais de déplacement. Donc on fait remonter la flexibilité en fait, qui était au niveau du collaborateur, au niveau même des process de l'entreprise. Je pense notamment donc, à cette ouverture de boutique 3 fois plus rapidement et donc potentiellement une réduction des coûts. Donc ça ne coûte pas plus cher en fait, pour reprendre ma question initiale. C'est exactement l'idée. Et alors, ce qui ressort aussi assez souvent, c'est que les gens qui mettent en place ce type de solution vont être assez attentifs aux initiatives de l'entreprise, de leur entreprise. Donc si on caricature, il y a un PDG qui va mettre en place son schéma directeur et sa roadmap, qui va quelque part se transcrire dans la roadmap du DSI. Donc si l'ambition de l'entreprise est de devenir un leader à l'international et que ça passera par la croissance externe, forcément la roadmap du DSI va être de mettre à disposition de l'entreprise des solutions qui puissent facilement permettre de gérer cette croissance externe en termes d'agilité, de capacité à absorber des choses. Et donc, d'avoir des solutions qui, effectivement, viennent d'en haut par rapport à des initiatives clés, c'est un facteur clé de succès dans le quotidien.
que ce soit sur l'adoption utilisateur, sur l'adoption de la solution, sur différents critères. Mais c'est très souvent, ça répond à des thématiques qui viennent d'en haut. Et après, l'outil n'est qu'une façon de traduire, en fait, c'est un moyen pour arriver à ces ambitions-là. Alors là, vous parlez d'adoption utilisateur notamment. Est-ce qu'il y a un besoin d'accompagner cette adoption utilisateur? On pourrait se dire, on va chercher des outils qui sont proches de ce qu'ils utilisent dans le privé. En plus, ça correspond exactement aux attentes et à ce qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a quand même besoin de les accompagner sur ces évolutions? Oui, c'est évident. C'est évident. Alors, même si effectivement, il y a une partie de la population qui est habituée à ce type de solution. Une entreprise, on le voit tous au quotidien, c'est différents profils, différentes personnes qui ont différentes façons de travailler. Qui ne sont pas déjà tous matures en fait sur ce genre de choses? Exactement, il peut y avoir des écarts de génération, mais il y a aussi différents métiers. Nous, on le voit, une entreprise, c'est pas uniquement des gens, je pense comme vous et nous, qui sont au bureau ou en position de mobilité. Il y a aussi des gens qui peuvent être en déplacement, enfin en mobilité totale, des gens qui peuvent être en entrepôt, des gens qui peuvent être en magasin, des gens qui peuvent être en usine. Enfin, il y a vraiment différents types de populations. Et il faut que la solution et les usages, et en tout cas la manière qu'on aura de leur présenter quelque chose, répondent non pas à un cas d'usage, mais à 7, 8, 9, 10 cas d'usage différents, puisqu'on est tous des cas différents, en tout cas des types de populations différentes. Et donc l'accompagnement, il est vraiment essentiel. Alors parfois, c'est un accompagnement de 10 minutes pour montrer... voilà où ça s'allume, voilà où ça s'éteint. Exactement. Exactement. Mais il y a un besoin d'accompagnement, alors aussi bien sur vraiment une formation, mais aussi un besoin d'accompagnement au sens communication. Les gens, je pense, aiment bien, on est tous, je pense, faits comme ça, on aime bien être prévenus, avoir le sentiment d'avoir été impliqués. Alors ça passe par peut-être des sondages en interne pour expliquer, voilà, on réfléchit à transformer ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez le fameux un peu référendum à la française, hein, où on peut donner sa voix, d'être impliqué aussi en communication, ça peut être... des petits posters, des petites affiches à la salle café ou un blog interne. Mais tout ce qui peut être fait en amont pour prévenir, pour accompagner ce changement, du coup. Exactement. Mais alors, il y a cette. Alors, c'était peut-être effectivement quelque chose d'évident quand on parlait des outils pris dans la vie personnelle, mais il y a aussi cette question. Effectivement, il faut que ce soit hyper simple d'utilisation. Il ne faut même pas qu'on se pose la question de savoir comment ça marche. Xavier, par exemple, c'est ce que vous avez chez Altimance? Alors, chez Altimance, c'est un peu particulier. On est un centre d'appel. Donc, on n'utilise pas que la solution pour téléphoner ou faire de la vidéo. Il y a énormément d'options. Je vais vous donner un exemple. La gestion du contre-appel. La gestion du contre-appel, avant, on repassait des appels jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Aujourd'hui, on l'instancie dans une file d'appels et puis l'outil appelle. Et au moment où la personne décroche, ça vient popper automatiquement sur un correspondant utilisateur qui va avoir toutes les informations relatives à l'appel qui doit passer. Et va passer un appel. Donc les usages sont vraiment sont complètement différents, enfin pas complètement différents, mais en tout cas il y a beaucoup plus d'usages. Beaucoup plus larges, effectivement, que ceux que vous utilisez chez Altimance. Nous, on n'a pas eu de problème d'acceptation puisqu'on a créé la structure il y a très peu de temps, hein, en septembre dernier. Et tous les collaborateurs qui intègrent commencent par intégrer sur une formation de 3 mois dans laquelle on les immerge dans la solution pour qu'ils puissent en sortir les meilleures façons d'exploiter. Alors, je reviens sur la facilité d'utilisation. On a échangé un petit peu avant cette conférence et vous m'avez raconté quelque chose qui m'a pas mal amusé. Un jour, à cause d'un malencontreux coup de pelleteuse, Altimance est tombé. Le câble a été coupé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, c'était notre deuxième jour. Deuxième jour de production, premier client en production, on était ravis d'avoir démarré. Et puis on avait indiqué au client qu'on avait pour l'instant qu'un seul lien réseau, puisque le deuxième devait être livré semaine suivante. Mais pour des contraintes opérationnelles, on devait démarrer. Donc on a démarré et tout le monde raconte, on prend un coup de pelleteuse. Nous, au deuxième jour, on a pris le coup de pelleteuse. Le temps qu'on réagisse, les collaborateurs du plateau ont pris leur téléphone portable, sont mis en partage de connexion. Et ils sont venus connecter leurs environnements sur les téléphones portables. Donc ils étaient 5 par téléphone portable et on a redémarré un centre de production de 35 collaborateurs à l'époque sur 5 téléphones portables. Donc en 10 minutes, en fait, c'était réglé? En moins que ça, en peut-être 3 minutes. Donc en fait, si on vous dit de monter un centre d'appel, par exemple, sur le parvis de la scène musicale, c'est tout possible de la même façon avec vos téléphones portables? Je pense qu'on peut le faire dès maintenant avec les quelques collaborateurs équipés de la solution Fuse InContact. On peut démarrer un centre d'appel tout de suite.
Alors, ce qui transparaît effectivement de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'unification des communications. On parle effectivement d'aller chercher dans l'environnement privé un certain nombre d'outils, mais en fait, on parle d'outils de communication essentiellement. On parle, je ne vais pas tous les citer, mais du Facebook, du WhatsApp, du Messenger ou autre. Pourquoi aujourd'hui, enfin déjà, est-ce que c'est une réelle problématique aujourd'hui d'unifier les moyens de communication au sein de l'entreprise, Mathieu? Alors, aujourd'hui, quand on fait un petit peu la liste à la Prévert avec les DSI des différents outils qu'ils ont pour communiquer, on arrive en moyenne à 12. Il y a 12 solutions en interne qui sont en moyenne gérées, opérées et maintenues par la DSI pour permettre aux collaborateurs de communiquer. Ça va aller des différentes solutions d'audioconférence, de vidéoconférence, de téléphonie, des contrats opérateurs, des contrats d'infrastructure et des contrats de maintenance et autres. Donc forcément, quand on a 12 solutions en moyenne, hein, parfois on est à 3, parfois on est à beaucoup plus, et forcément si on est sur plusieurs sites et à l'international, on peut monter vraiment à 50, 60, 70 solutions, et on a plusieurs cas réels qui le montrent. Et qu'est-ce que ça veut dire juste, ou comment il vous l'explique? C'est parce que ça a été, il y a eu différents décisionnaires, parce que ça vient de différents endroits, ou c'est juste que c'est la nécessité qui faisait que chaque solution avait un enjeu ou un usage spécifique? C'est un peu de tout ça. Ça peut être lié effectivement à une acquisition. On a racheté une société et puis on a récupéré l'existant de la manière qu'on l'a récupéré. Le deuxième sujet, ça peut être effectivement une forme de gouvernance où à une époque, le patron du pays ou le patron de la région était autonome sur le choix des solutions qu'il mettait à disposition des collaborateurs. Et du coup, chaque patron de région a acheté ou a équipé ses collaborateurs de différentes solutions. Et puis le troisième cas, c'est celui que vous indiquez, c'est-à-dire qu'on peut aller parfois un petit peu parer au plus pressé. Généralement, le patron d'un site, dans les entreprises à qui on parle, c'est le patron d'une antenne commerciale avec 50, 80 ou 100 collaborateurs. Je pense que choisir la solution de communication n'est pas sa discussion préférée. Et grosso modo, il va regarder une ou deux propositions, puis il va choisir la première qui lui paraît satisfaisante. Donc c'est une forme d'héritage, effectivement. Et puis, il se passe qu'un jour, il y a une nouvelle stratégie, une nouvelle dynamique, et il y a cette forme de dette technique, si on peut l'appeler comme ça, qu'il faut traiter. Et donc, quand on a plusieurs solutions à opérer, eh bien forcément, il y a un impact sur le coût et la gestion de ces différentes solutions, parce que forcément, il faut les gérer, il faut les maintenir, il faut les payer. Et puis, l'impact pour l'utilisateur, il est quand même pas évident. C'est-à-dire que si on est amené à faire un échange avec un collaborateur qui n'a pas forcément les mêmes outils que les nôtres, c'est un petit peu la question de qui a le choix des armes, finalement. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va prendre le mien plutôt que le tien? C'est compliqué, j'ai 3-4 outils différents sur le poste de travail. Aujourd'hui, quand on envoie un email, on ne se pose pas la question. Donc on a plein d'outils de communication, mais on a plus de mal à communiquer parce qu'on ne sait pas lequel utiliser, en fait. Oui, et puis c'est surtout que la plupart de ces outils ont été montés dans un mode où ils sont assez souvent autonomes, assez fermés, dans le but effectivement de rapporter un maximum de solutions connexes à cette solution-là. L'environnement Microsoft est assez centré sur Microsoft. De la part du créateur de la solution, pour le coup. Exactement. Okay. Et aujourd'hui, quand on envoie un email, je peux avoir Google, vous pouvez avoir Microsoft, on ne se pose pas de questions, l'email il part de ma boîte, il va dans votre boîte, il n'y a pas de problème. Quand on est sur des solutions plutôt de communication ou de conférence, c'est quand même assez fermé. Aller envoyer un message WhatsApp vers un SMS, on ne pourra pas. Envoyer un SMS vers une autre solution de collaboration, tout est assez fermé finalement. Et d'avoir des solutions qui soient effectivement neutres par rapport à des très grands éditeurs qu'on trouve sur le marché permet effectivement de proposer quelque chose qui soit dans un langage universel et qui permette à tout le monde de pouvoir collaborer. Du coup, il faut les unifier aujourd'hui, ces différentes solutions de communication. C'est un enjeu pour l'entreprise. C'est un vrai enjeu de réduction des coûts déjà. C'est un vrai enjeu de bénéfices pour l'entreprise sur sa capacité à pouvoir mieux communiquer en interne, en externe, proposer des services qui ne sont pas proposés aujourd'hui. Un exemple tout bête, faire des webinars. Quand on parle avec une entreprise, on leur dit tiens, est-ce que vous faites des webinars? On nous dit non, on en fait peu ou pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à préparer, on n'a pas confiance en l'outil et il nous faut 2 jours pour le préparer. Du coup, on en fait peu. Tiens, quel est l'impact pour vous positif si demain vous faisiez des webinars? Il est fort. Donc, c'est effectivement proposer des nouveaux usages, des nouveaux cas d'usage pour répondre à des vrais besoins métiers, mieux communiquer en interne, en externe, et puis, encore une fois, l'agilité au sens large. Demain, d'être capable de racheter un site avec 30, 40 personnes et de les intégrer tout de suite à l'existant. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes quand on n'a pas été confronté au problème,
Mais pour ceux ici qui sont confrontés à ce problème, ils savent de quoi on parle. Alors la flexibilité, on va en parler du coup avec l'exemple Altimance. Donc avec vous, Xavier, vous avez intégré une solution de communication unifiée, pour ne pas dire laquelle, même si c'est juste à côté de vous. Quelle valeur ajoutée ça a apporté pour Altimance? Alors, pour nous, le fait qu'on soit en omnicanal sur un même produit, ça nous permet d'avoir une traçabilité de bout en bout. De passer d'un environnement, d'un événement qui arrive d'un mail à un call, à de la vidéo, à du live. On peut basculer d'un support à l'autre très aisément. Et surtout, dans un suivi d'un incident ou d'une request, on va retrouver toute la continuité du traitement. Ce qui est compliqué à faire quand on utilise des outils différents, puisque ils ne sont pas consolidés, on n'a pas les mêmes référentiels, et comment on va réintégrer ça dans un ticket, c'est compliqué. Donc je vous envoie un mail, vous m'apportez une première réponse, finalement j'appelle 2 jours après, c'est quelqu'un d'autre qui va me répondre, et finalement je me déplace 4 jours après, ou je chatte avec un chatbot. Tout ça est référencé au sein d'un même fichier, ils savent que je m'appelle Nicolas, et ils savent pourquoi j'ai appelé, pourquoi je ne suis pas content, et à quel niveau en fait on en est de la relation. Alors, ce n'est pas un fichier. On est plutôt dans de la base de données, mais oui, c'est exactement le principe. On va réussir à avoir toute cette traçabilité naturellement. L'entreprise Altimance est jeune. Pour le coup, est-ce que vous avez déjà un certain nombre de retours de vos clients qui pourraient vous comparer à des centres d'appel traditionnels ou des centres de services traditionnels? Oui, on a déjà des retours. D'abord parce que c'est aussi un centre de visite. On l'a construit pour ça aussi. Donc les gens viennent vous voir, donc on a eu beaucoup de visites. On a eu beaucoup de retours clients sur la perception de ce qu'on a mis en œuvre, de l'utilisation de la gamification dans ce contexte-là, de l'usage qu'on fait des outils pour créer de la valeur. C'est des retours qui sont très positifs sur chaque visite. Ouais. Des retours très positifs et des questions qui vous sont posées par les gens qui nous regardent. On a 3 questions. Alors, il n'y a pas eu de vote particulier sur ces questions, donc ça ne les a pas départagées. On va commencer par la première. J'imagine que ça va plus être pour vous. Xavier, est-ce que la gamification reste une approche professionnelle? Est-ce que le fait d'être sur une interface avec des petites motos reste une approche professionnelle? Alors, le fait d'avoir une interface avec des motocross, ça, c'est la partie gamification. Ne nous l'auront pas. On a des interfaces avec la performance par collaborateur à la minute, la tenue des SLA. C'est juste comment je vais créer une dynamique autour des hommes qui n'est pas juste celle de là, tu as mis 1 minute de trop ou pas, ou tu n'as pas traité le sujet de bout en bout. C'est bel et bien d'essayer de créer une animation complémentaire à un centre qui est excessivement industriel et qui va piloter l'ensemble des KPI nécessaires à cette activité. C'est sortir un peu en fait les utilisateurs du centre d'appel de leur quotidien, mais en leur rappelant à leurs enjeux premiers, effectivement, sur les notions de performance, par exemple. Exactement. Est-ce qu'un baby-foot, c'est une approche professionnelle? Je ne suis pas sûr. Pour autant, on en retrouve dans beaucoup d'entreprises, notamment à Altimance, depuis peu de temps. Pour autant, ce n'est pas professionnel. Ça va créer des synergies entre les hommes, ça va permettre au moment de leur pause de se libérer et c'est plutôt bénéfique pour l'ambiance de l'entreprise en tout cas. Deuxième question, alors ce sera peut-être pour vous Mathieu, alors elle est là, comment gérez-vous la sécurité avec les obligations GDPR ou RGPD en français? Je crois qu'il y a un juriste ou un J'ai l'impression que la question est revenue plusieurs fois. Alors, effectivement, la partie GDPR depuis le 25 mai est une obligation pour les entreprises qui sont en Europe, je pense que vous le savez. Et donc forcément, dès qu'on est sur des sujets où on va parler de cloud, de data center, la thématique sécurité, qualité de service et GDPR, c'est des discussions qu'on a forcément à chaque fois. En l'occurrence, chez Fuse, pour parler vraiment de Fuse, on a la chance d'être plutôt bien positionné par rapport à la partie GDPR. On est aujourd'hui, nos contrats sont GDPR compliant. On a sur notre site internet la liste de nos sub-processeurs qui sont affichés, donc vraiment totalement en ligne avec la réglementation GDPR. Le gros avantage de cette thématique de GDPR, c'est que ça vient poser un cadre assez factuel sur un sujet où je pense que jusqu'à maintenant, tout le monde avait un petit peu son avis sur qu'est-ce que doit être un système sécurisé et compliant par rapport à des normes. Et l'avantage de ça, c'est que ça crée vraiment un cadre dans lequel le client s'y retrouve et le fournisseur sait aussi se positionner, de sorte que
il n'y a pas de surprise et il n'y a pas d'interprétation possible finalement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bah, j'ai l'impression, en tout cas, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Dernière question pour conclure, du coup, on revient, je pense, sur Fuse. Je pense que cette question s'adresse effectivement plutôt à vous, Mathieu. Combien de temps pour implémenter ce type de projet? On pourra demander à Altimance combien de temps vous avez mis également pour l'implanter derrière. Ça, c'est une question qui me plaît, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se Qui se projettent. pose la question, ouais. Bon, globalement, il faut voir que c'est des choses qui... Enfin, la mise en place d'une solution comme celle de Fuse, ça va assez vite, même très vite. Je vais vous donner quelques métriques. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui va jouer aussi sur la durée du projet va dépendre aussi de quel projet on parle. Xavier, tu en parleras après. Sur un projet de type contact center, forcément, il y a une logique de ce qu'on appelle le flux des appels qui est un peu plus complexe, un peu plus avancé. Il y a toute une logique derrière qui est plus complexe, donc ça prend plus de temps. Mais globalement, pour activer des services, alors si on parle de visio, de conférence, on parle vraiment de quelques minutes, quelques heures. Et quand on parle de téléphonie, pour vous donner un exemple, on déménage dans une semaine le siège d'un acteur très très connu dans la location de voitures. C'est un site de 400 personnes qui déménage la semaine prochaine. Et on a démarré le projet il y a 3 semaines. Donc déménagement d'un site de 400 personnes qui, entre le kick-off du projet et le go-live, se fait en 4 semaines. Et là, on parle de téléphonie administrative classique pour un site de 400 personnes. Donc des délais assez impressionnants qui sont du coup ceux que vous avez connus chez Altimance également. C'était peut-être même plus rapide. Non, plus long. malheureusement, c'était un peu plus long. Il y avait la création de la société aussi. Il y avait la création de la société, puis surtout, on monte un centre d'appel et pas de la téléphonie administrative. Ça nous a pris 2 à 3 mois pour avoir quelque chose qui soit réellement opérant. On a eu le support de la DSI, d'Olivier et Jean-Paul, qui nous ont vraiment accompagnés pour réussir à monter l'ensemble de cette solution. Mais maintenant, avec le socle qu'on a, si on devait ouvrir des centres additionnels, tel qu'on l'a fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, pour un client SCC, ça nous a pris moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines pour ouvrir un nouveau centre d'appel, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Courtois. Donc, je rappelle que vous êtes directeur commercial France chez Fuse, Xavier Devers, directeur centre de service chez SCC, mais également Karim Baloul qui nous vient de IDC. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence ou ces conférences. Dès 14h, je vous invite à bien noter que des ateliers vont se tenir dans les espaces de Gastine, mais également dans les espaces BAN. Des ateliers proposés par tous les partenaires de cet événement qui devraient vous aider à y voir encore plus clair sur la transformation des usages et des data centers. Une transformation qui fait de l'IT, on le rappelle, un game changer, pour ne pas dire le game changer de demain. Merci beaucoup et bon kick-off.